Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la construction durable et les réponses de la C au défi de la RE 2020. Alors, pour la présentation de ce mardi, donc je m'appelle Pascal Amirois, je serai juste le rôle de modérateur. Pour la présentation de ce mardi, qui va durer 1 heure, nous aurons 3 speakers. Donc, en premier lieu, Patrice Fournera, qui est directeur d'un programme chez Nexity. Ensuite viendra Patrick Lepens, directeur marketing pour la partie produits plats, enveloppe du bâtiment dans la partie ArcelorMittal Europe Flat Product. Et à la fin, nous aurons Francis Kéledjan, responsable de prescription pour Stelligens. Alors, pour la bonne organisation du webinaire, vous avez dans la barre de navigation, qui doit se trouver en bas ou en haut de votre écran, un module Q&A qui vous permet de poser des questions que l'on posera aux différents intervenants. Alors, Monsieur Fournera, qui sera notre premier speaker aujourd'hui, doit nous quitter malheureusement avant la fin du webinaire. Donc, nous ferons une courte session, pardon, question-réponse après sa présentation qui va durer une petite dizaine de minutes. Donc, vous pourrez poser les questions sur la partie qui sera présentée par Monsieur Fournera juste après sa présentation. Et pour la totalité du webinaire, nous ferons une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, je vais céder maintenant la parole à Monsieur Fournera pour sa présentation du projet. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler très rapidement du groupe Nexity, en fait, où sur le point de politique volontariste sur l'environnement, où effectivement on a la trajectoire carbone qu'on veut appliquer et au-delà, en fait. Donc on a cette politique très volontariste. Donc pour les gaz et émissions d'effet de serre, pardon, et puis côté végétaux également, où on a une politique qu'on appelle d'application naturellement, où on veut que toutes nos opérations et ces espaces verts, que ce soit sur l'immobilier d'entreprise ou de logement. Dans les exemples très brefs aussi, on a un prototype qu'on monte et qui est en cours de travaux qui s'appelle Next Step à Saint-Priest, qui se veut E3C2 en béton de chanvre et charpente de bois. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de réduire les gaz à effet de serre. En fait. On peut passer au slide suivant, du coup, pour entrer un petit peu dans le projet sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Vinci Facilities, qui se trouve à Saint-Priest, à côté de Lyon. On est sur un bâtiment qui fait 2500 mètres carrés, donc sur une ZAC qui, elle, comprend au total 140 000 mètres carrés de bâtiments tertiaires. Une ZAC qu'on a initiée en 2005 et on arrive au bout de la commercialisation. Donc, Vinci Facilities, c'est 2500 mètres carrés. Et on voit sur l'architecture, du coup, on a essentiellement donc, des bureaux administratifs à gauche en R+2. On a un beau hall avec un rooftop et puis une partie activité pour stockage qui se trouve à droite. Donc la partie gauche, les bureaux sont en charpente bois, ainsi que le hall avec une présence de bois assez marquée. Et par contre, à droite, on a une mezzanine bureau et une activité en charpente métallique. Voilà le projet donc de Saint-Priest sur lequel on travaille. Donc côté environnement, on peut passer au slide suivant sur cette opération. C'est une opération qui est labellisée BBCA E2C1 et BRIM aussi. Aujourd'hui, donc pour ce qui nous concerne, le vrai sujet qu'on a eu, c'était plutôt le BBCA, le plus contraignant en tout cas, niveau carbone, avec un critère qui concerne l'émission des gaz à effet de serre pour la partie construction. Et donc pour le label BBCA, où on devait avoir donc 900 kg de carbone, le seuil que nous impose le BBCA. Et c'est là où on a un petit peu travaillé le sujet. C'était le seuil le plus sensible qui nous ont amené du coup à travailler un petit peu sur le sujet de charpente métallique. Juste un petit point que j'ai oublié pour présenter l'opération, c'est une opération qui se trouve encore en RT 2012. On a déposé le permis le 30 juin 2023 et donc c'est pour ça qu'on n'était pas encore à RE 2020, mais on était sur le critère BBCA. Donc
Sur le petit graphe que je commente rapidement à droite, effectivement, c'est notre AMO environnement qui a ressorti tous les postes, on va dire, les lots à émetteurs de carbone. Et on retrouve pour notre bâtiment une part assez faible finalement de la superstructure maçonnerie, donc dans laquelle on trouve finalement la charpente bois pour la partie bureau, et puis la charpente métallique qui concerne la mezzanine des bureaux. Donc voilà, ça pèse assez peu finalement, 12,6% dans le total d'émissions de carbone. C'est parce que la charpente bois elle-même est plutôt faible consommatrice. Donc je crois que la moyenne nationale de ce poste-là de superstructure maçonnerie est plutôt aux alentours de 25-30%. Donc voilà, c'est un petit poste, ceci dit, qui nous a quand même intéressés. C'est pour ça que je participe à ce webinaire, parce qu'on a recherché finalement l'émission de carbone en deçà du seuil de 900 kg. À un moment, on était aux alentours de 900, donc on cherchait les petits kilos qui se baladaient. Et le sujet charpente nous a intéressés. Aujourd'hui, on a plutôt un objectif de 787 kg pour le 900, donc on est plutôt à l'aise maintenant pour respecter ce critère. Mais ça, c'est parce qu'on a fait jouer un levier qui est la climatisation, où on a changé de gaz et on est passé au R32. Voilà sur la petite genèse de cette opération. Pour info, elle est en cours de travaux et on va la livrer au printemps. Du coup, on peut passer au slide suivant. Si on fait un petit focus sur la charpente métallique. Donc elle pèse peu dans notre projet puisque le projet il fait 2500 mètres carrés, il y a 1800 mètres carrés de bureaux et dans les 1800 mètres carrés, il n'y a que 200 mètres carrés de bureaux en mezzanine en charpente métallique. Donc finalement, le levier charpente métallique était dans le volume assez faible. Ceci dit, il était quand même intéressant parce que le gain est considérable sur ce petit volume en fait. Donc pour la mezzanine, on a ressorti à peu près 10 tonnes de charpente métallique. Et avant de prendre la solution X-Carb, on trouvait donc une émission de 15 tonnes de carbone, donc 9 kg au mètre carré, donc pour les 900, donc on va dire 1% finalement, mais quelque part c'est les kilos, les derniers kilos les plus difficiles à perdre. Et on est passé en X-Carb, donc on a acheté de l'ordre de 10 tonnes d'acier X-Carb, et ça nous a fait gagner 7,5 kg au mètre carré. Donc le gain sur ce petit poste-là était de 67%. Donc voilà, c'est ce qu'on a relevé pour un investissement qui était relativement faible. Hein. La plus-value que nous a présentée l'entreprise était de 2500 euros. Et ça nous permettait de nous faire basculer finalement en deçà du seuil des BBCA recherchés. Donc voilà, le gain est quand même, j'ai trouvé intéressant pour un montant d'investissement encore relativement faible. Donc 67% de gain sur ce poste-là, qui, pour notre opération en tout cas, pesait peu, voilà, compte tenu de l'architecture du bâtiment. Voilà pour le gain carbone. Et puis après, je vais juste parler de Capeci. Donc c'est l'entreprise qui nous a proposé effectivement ce produit. Donc, qui était une innovation pour nous, en fait. Hein. Donc, on remonte quelque part le chantier, on l'a démarré. Et donc, cette proposition de gain de quelques kilos de carbone a été proposée par Capeci, qui a trouvé beaucoup d'avantages vis-à-vis de nous, déjà une image de marque, un gain sur notre projet. Et puis, sur l'application, aucune difficulté sur l'approvisionnement, sur les études. Donc voilà, je me fais le porte-parole de Capeci, mais ça a été relativement simple à mettre en œuvre. Et donc, une expérience plutôt satisfaisante. Ouais. Voilà. Merci, Monsieur Fonera, pour votre présentation. Alors, moi, j'ai déjà une question. Alors, je rappelle aux personnes qui se sont connectées après le début du webinaire, Monsieur Fonera devant partir avant la fin du webinaire, on fera une session de questions-réponses maintenant avec Monsieur Fonera et on fera une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets en cours à venir
dans le même ordre d'idée, vous allez utiliser des aciers X-Carb parce que ce premier projet est de bon augure et le début d'une longue liste d'autres projets. Oui, bah alors déjà, donc effectivement, maintenant il va falloir qu'on rentre dans l'ARE 2020. Donc le volet carbone, on l'aura sur 100% des opérations. Donc même si ça commencerait à rentrer dans le sujet de toutes les opérations qu'on lance. Et donc les prochaines opérations, que ce soit Saint-Priest ou à Toulouse, effectivement, en mixte, où on va mettre un peu de charpente bois ou de la charpente métallique, on en aura. Donc le même cas de figure, oui, avec certainement plus ou moins de charpente métallique. Je pense qu'on gardera beaucoup de projets aussi avec du bois, c'est une volonté de Nexity, mais oui, des projets, on aura besoin du Geekscarb, probablement pas mal à venir encore, en fait. Ouais. Merci. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris. Je n'ai pas de questions pour le moment, mais j'espère que tout le monde a bien compris. Donc, vous allez nous quitter, donc vous ne serez plus présent après les deux présentations qui vont suivre. Si je ne vois malheureusement pas de questions arriver, on fera s'il y a des questions qui viennent et pour les différents participants quand vous recevrez le lien pour l'enregistrement du webinaire. On mettra vos coordonnées, Monsieur Fournera, si ça vous convient. Comme ça, vous pouvez vous contacter directement après le webinaire. Bien sûr. Ok. OK. Eh ben, merci. Merci Euh, beaucoup. on vous libère, si je peux me permettre. Merci en tout cas pour votre participation à ce webinaire et votre témoignage. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Merci. Patrick Lepens pour la partie Xcarb. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai presque envie de dire que Patrice Fournera a dit l'essentiel, mais pas complètement. Donc on va continuer évidemment avec la présentation. Je vous propose de passer finalement sur un sujet qui concerne directement ArcelorMittal, qui est la feuille de route décarbonation que l'entreprise s'est donnée il y a maintenant quelques trimestres et qui est en cours de développement. Et vous allez voir au fil de la présentation que cela signifie déjà en termes d'offres d'acier bas carbone pour le secteur de la construction et également quels bénéfices vous pouvez en attendre. Alors pour commencer, finalement, je dirais le manifeste, hein, la déclaration qu'a faite notre président Aditya Mittal il y a maintenant 18 mois à peu près, sur la stratégie d'ArcelorMittal dans le monde entier, et donc d'aller vers des aciers qui émettent beaucoup moins de carbone, qui sont susceptibles de contribuer également à la réduction des coûts, comme vous le savez tous, eh bien, qui sont également recyclables et effectivement recyclés. Donc ça, je dirais que c'est un peu la structuration de l'ensemble de la démarche et la feuille de route de décarbonation. Alors, si on passe à la slide suivante, nos ambitions, elles ont été clairement édictées, elles sont maintenant, je dirais, complètement officielles. Elles sont de réduire de 35% nos émissions de CO2 en Europe en 2030. Alors, ça paraît loin, mais en réalité, compte tenu de la nature des investissements qui doivent être faits, c'est finalement assez court. Et puis, d'être au niveau zéro émission nette de CO2 d'ici 2050, donc à plus long terme, et de respecter le cadre des objectifs climatiques fixés par le SBTI, donc les scientifiques, en fait, qui ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Vous savez que ça fait l'objet de beaucoup de discussions ces jours-ci à la COP28
mais nous sommes, je dirais, avec des objectifs qui sont alignés sur ce 1,5 degré et donc avec une étape véritablement intermédiaire majeure de moins 35% au niveau européen en 2030. Alors, comment y arrive-t-on? Eh bien, slide suivant, on y arrive d'une part avec un certain nombre d'initiatives qui ont été regroupées sous le terme X-Carb, donc qui est un nom de marque, dans lequel on trouve à la fois donc véritablement le plan de décarbonation de l'entreprise avec tout ce qui concerne les investissements, et je vais y revenir dans quelques minutes, et puis un certain nombre d'autres initiatives, comme par exemple le soutien à des startups de technologie autour de la capture du carbone, autour de la reconversion du carbone en autres matériaux valorisables, etc., etc. Également autour de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de soutien à la filière hydrogène. Bref, tout ce qui concerne l'innovation dans le domaine technologique qui va nous conduire et nous permettre, du moins nous l'espérons, de réduire cette empreinte carbone et donc d'avoir des technologies qui nous permettront d'aller aussi vite que possible vers ce zéro émission nette à l'horizon 2050. Alors, sous la marque X-Carb, effectivement, nous avons regroupé pour l'ensemble du groupe ArcelorMittal l'ensemble de ces investissements et de ces initiatives. Slide suivant pour expliquer un petit peu comment ça va se passer et en particulier au niveau européen. Aujourd'hui, vous le savez probablement, vous avez deux grandes filières au niveau européen de production de l'acier. La filière qu'on va qualifier historique et classique, qui est celle du haut fourneau avec l'injection de charbon et d'oxygène. Puis on passe donc à la production de fonte, qu'on envoie vers une aciérie dans laquelle on va transformer cette fonte en acier, et ensuite l'ensemble du laminage des produits, etc. Cette filière, qui est encore une fois la filière historique, elle a fait la preuve de son efficacité en termes de productivité, etc. Par contre, elle a un défaut que vous voyez en bas de la présentation, c'est qu'elle émet entre 2,2 et 2,8 tonnes de CO2, je dis bien d'émissions. Donc, effectivement, aujourd'hui, elle ne correspond plus tout à fait aux objectifs que l'on se donne de réduction des émissions. Et puis, en parallèle, depuis de nombreuses années, des décades même, il y a une deuxième filière qui est la filière qu'on appelle arc électrique, hein, donc un four électrique, qui est une filière qui transforme la ferraille collectée. Donc, ce sont des chutes de production ou de démolition et qu'on va réinjecter dans le four pour réaliser un nouvel acier, avec différentes caractéristiques. Vous le voyez, ces émissions sur la filière arc électrique sont bien moindres, hein, on réduit à peu près par 3 globalement. Et donc, autour de ça, effectivement, il y a une montée en puissance, pas seulement de l'utilisation de la ferraille, mais de l'utilisation du four à arc électrique lui-même. Alors, c'est l'évolution, et je dirais même presque que c'est la révolution qui est en cours avec des investissements massifs dans le domaine de la fabrication de l'acier. Next slide, voilà. Alors, demain, petit à petit, les hauts fourneaux que nous connaissons aujourd'hui vont soit disparaître, ça va être le cas d'un certain nombre d'entre eux, soit être reconvertis dans de nouvelles technologies. En tout cas, ils n'utiliseront plus le charbon comme matière première pour fabriquer de la fonte ou des éléments à base de minerai de fer. La filière qui est en train d'émerger, qui existe déjà, un petit peu en Europe, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Asie, c'est ce qu'on appelle le DRI. Alors, DRI, c'est le terme anglais pour parler de la réduction directe du minerai de fer. Donc, on va utiliser le minerai de fer, on va le réduire, donc avec
un élément un élément chimique de réduction qui, au départ, va être du gaz naturel, essentiellement, et puis qui pourra aller vers l'hydrogène au fil du temps. Et puis, ce produit intermédiaire, ce qu'on appelle une éponge de fer, eh bien, on va le faire passer dans un four à électrique, mélangé plus ou moins avec de la ferraille, et on va obtenir le niveau de CO2 que vous voyez sur l'écran, qui est aujourd'hui évalué à 1,1-1,35 tonnes maximum de CO2 par tonne, avec effectivement comme élément de réduction le gaz naturel, l'hydrogène étant probablement la technologie du futur, mais pas celle de toute première génération des années à venir. Donc voilà l'évolution qui est en cours, qui est lancée, puisque un certain nombre d'investissements sont d'ores et déjà décidés autour de la filière produits plats, avec des investissements de fours électriques, des investissements d'installation de réduction du minerai de fer, et vous voyez donc le taux de réduction. Alors, si on passe au slide suivant, ça donne une synthèse vers ce quoi nous allons. Donc, à gauche, le haut fourneau d'aujourd'hui. Demain, l'installation de réduction directe plus le four à arc électrique avec comme élément de réduction le gaz naturel, on obtient les moins 65% de CO2 qui ont été montrés dans le slide précédent. Et on obtiendra effectivement moins 90% de CO2 dès lors qu'on sera capable d'utiliser massivement l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergies renouvelables, et les 10% ou les un peu moins de 10% qui resteront feront l'objet de captage de CO2, de stockage, de valorisation, c'est-à-dire de transformation de CO2 en biocarburant ou autre matière première, de façon à obtenir les quasi 100% de réduction de CO2 à terme. Donc voilà l'évolution technologique vers quoi nous sommes en train d'aller, et donc avec une première étape et des premiers investissements, par exemple à Dunkerque, clairement, autour de la transformation des hauts fourneaux vers le four à arc électrique et l'installation de réduction directe. Next. Donc, nous avons déjà travaillé sur une offre d'acier à bas carbone, en fait, à la fois nos collègues des produits longs qui avaient des fours à arc électriques déjà en place pour produire des pales planches, des poubelles, auxquels on est venu ajouter, je dirais, la fourniture d'énergie verte, c'est-à-dire en fait d'électricité à partir d'énergie renouvelable, hein, solaire ou éolien en particulier, et donc un très fort taux de ferraille utilisé, très proche de 100%, voire 100% dans les produits longs. Et puis, plus récemment, nous avons utilisé la même approche, puisque au niveau des produits plats, nous avons aussi un four à arc électrique et une filière ferraille, donc aux alentours minimum de 75%, de façon à produire ce qu'on appelle les aciers X-Carb, que Nexity a cité il y a quelques minutes, donc qui sont avec un très fort taux de ferraille, avec une source d'énergie renouvelable, et donc finalement une solution bas carbone à partir de nos filières actuelles. Next. Voilà. Alors, pour accompagner ça, nous avons édité toute une série de déclarations environnementales de produits, hein, ce qu'on appelle EPD dans le langage commun européen, donc qui sont réalisées, bien entendu, à partir de la norme européenne 15804, qui sont certifiées par tierce partie, etc., etc. Vous voyez un petit peu le résultat, c'est-à-dire que ce que vous avez sur le slide, c'est la comparaison entre un acier classique, j'allais dire usuel, avant solution bas carbone, donc avec les niveaux qui étaient répertoriés dans les EPD déjà existantes, et puis avec les nouvelles EPD, donc acier bas carbone. Vous voyez que la gamme s'étend petit à petit. On était sur les produits longs, poutres et les pales planches. On est passé aux produits plats épais récemment,
les tôles, les tubes de structure et les produits plus minces utilisés soit en ossature secondaire de bâtiment, soit en bardage couverture, hein, comme les aciers prépeints, vous voyez des facteurs de réduction qui s'échelonnent entre 4 dans le cas des tôles laminées à chaud, parce qu'on était entièrement, enfin quasi entièrement en filière au fourneau, et donc aujourd'hui, on est passé en filière électrique plus ferraille, et puis donc un facteur de 2,5, 2,6 pour les aciers très transformés, comme par exemple les tôles prélaquées, où on a du revêtement métallique, de la peinture qui vient se rajouter, etc. Donc les produits bardage couverture, ou également 2,5, c'est le cas des poutrelles, qui étaient déjà en filière électrique et ferraille. Donc là, on a l'impact de l'énergie renouvelable. Donc voilà, un très fort taux de réduction. Ah, c'est ce que Nexity a également montré dans l'étude de cas avec la réduction des 15 tonnes à 4 tonnes, si ma mémoire est bonne, donc les moins 60% qui étaient obtenus. Alors, si on va sur le slide suivant, nous avons fait l'exercice de voir comment, de cette matière première sidérurgique, appelons-la comme ça, quand j'allais vers les composants du bâtiment, quel taux de réduction j'obtenais. Vous le voyez, on retrouve des taux de réduction importants, hein, ossature, moins 64%, profil de plancher collaborant, moins 60%, poutres et poteaux, donc produits longs de l'ordre de moins 60%, etc. Quand on est sur des produits qui sont composites, comme par exemple les panneaux sandwich de façade, eh ben, l'impact de la mousse fait que on a un taux de réduction qui est un peu moins élevé, mais on est aux alentours de moins 36, moins 38% suivant l'épaisseur de la mousse. Donc, effectivement, dès lors qu'on recherche des solutions bas carbone et que l'on les intègre dans la conception du bâtiment, eh ben, on va obtenir qui au mètre carré de façade, qui au mètre carré de toiture, qui au mètre carré de plancher, etc. Des taux de réduction extrêmement significatifs par rapport aux solutions habituelles, sachant que par ailleurs, toutes les autres performances, mécaniques, pardon, performance d'isolation thermique, performance de durabilité, etc., restent identiques à ce que l'on est capable d'obtenir aujourd'hui avec les aciers classiques. Next, je pense que c'est à peu près ma partie. Et donc maintenant, c'est Francis qui va prendre la parole. Bonjour à tous. Voilà. Donc, je vais prendre le fil de ces produits bas carbone et positionner un petit peu ces gains de bilan carbone sur le domaine du bâtiment. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, donc tout d'abord, les réglementations françaises se différencient et se distinguent des réglementations européennes et s'inscrit dans une histoire assez longue qui a démarré dans les années 70 avec le premier choc pétrolier par des réglementations thermiques successives qui ont amené à une augmentation de l'isolation des bâtiments renforcée jusqu'en 2012. Puis, à partir des années 2010, est apparue ou a émergé la nécessité de considérer non pas seulement l'isolation des bâtiments et leur consommation énergétique, mais également de considérer dans le bilan carbone le poids carbone de la construction, donc d'une part des matériaux constitutifs, mais également de l'action de construction, voire de démolition à terme du bâtiment. Et cette nouvelle considération a prévalu à la création d'une nouvelle norme réglementaire qui était la règle E+C-, qui a évolué jusqu'à produire le nouveau règlement actuellement applicable en France, qui est la RE 2020, date de sa création, conception, pour une mise en application à partir de 2022, janvier, juillet, suivant les typologies de bâtiments, et
dans quelques années pour d'autres nouvelles typologies de bâtiments. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, slide suivante. Donc, la réglementation RE 2020, elle est spécifique et caractéristique de la France. Ça veut dire que aujourd'hui, la France va demander des documents et des exigences différentes de tous les autres pays européens, ce qui n'est pas posé sans une difficulté aux producteurs et metteurs sur le marché, qui doivent en fait éditer des documents spécifiques à la France qui ne se satisfait pas des EPD qu'avait présenté Patrick précédemment. Alors, la distinction dans cette réglementation, elle est faite entre le carbone incorporé, donc qui correspond au bilan CO2 des émissions nécessaires à la production des matériaux de construction, à la construction elle-même du bâtiment, puis à sa démolition, voire au recyclage des produits. Et une autre type d'émission de CO2, qui est le carbone opérationnel, qui lui correspond sensiblement au CO2 émis pendant la durée de vie du bâtiment, durée de vie variable suivant la typologie du bâtiment. Et ces émissions sont principalement dues au chauffage, à la consommation énergétique du bâtiment, les ascenseurs, la ventilation, et peuvent représenter des volumes ou des émissions très significatives. Ces deux poids carbone, encore une fois, ces deux poids comptés séparément, sont ensuite ramenés dans la réglementation RE 2020 à un ratio de kg de CO2 par mètre carré de plancher. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion, enfin sur cette règle, qui est de ramener le bilan CO2 du bâtiment au mètre carré de plancher, parce que ça influe très fortement sur les gains et les possibilités de gains de CO2 suivant les typologies de produits et typologies de bâtiments. Slide suivante. Voilà. Donc, les étapes du cycle de vie, pour ce qui est des aciers, une grosse partie des émissions CO2 correspondant aux matériaux sont liées à la production du matériau, et d'où l'importance d'identifier l'origine de l'acier, venant de préférence d'une usine européenne à fabrication à base de recyclage en filière électrique. Et ensuite, ce bilan carbone, il est complété, on va dire, par le travail des pièces, la mise en œuvre des matériaux de construction et ensuite la déconstruction. Donc là, on sera dans le module C, à la fin de vie du bâtiment. Toute la partie, ce qu'on voit ici, le module B, correspond à la phase d'utilisation et très très peu concerné par nos matériaux. Ça peut l'être un petit peu dans des remplacements ou des réparations d'éléments intérieurs du bâtiment, mais l'essentiel de notre action et des échanges qu'on va avoir avec nos clients ou les maîtres d'ouvrage va concerner finalement la phase A, fabrication et construction, et pour un certain nombre de projets, la déconstruction et les possibilités aussi de reprise et de retraitement des aciers qui sont particulièrement simples, contrairement à d'autres matériaux. Slide suivante. Nous avons donc mis sur le marché un certain nombre de produits sidérurgiques avec la certification et la marque X-Carb, qui sont de production filière électrique avec associé à de l'énergie décarbonée, et
pour en fait certifier l'origine de ces produits, nous avons fait appel à un tiers certificateur et produisons un document qui garantit cette traçabilité et origine. Et ce document, en fait, pour simplifier la vie de nos clients, on a intégré, en fait, fondu ce document sous la forme d'une mention sur le certificat matière traditionnel. Quand vous achetez une pièce en acier, vous avez un certificat qui en certifie l'origine. Et donc, on a apposé la mention complémentaire X-Carb sur ce certificat, document habituel. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, vous prévaloir d'une F2S X-Carb et de ses valeurs en produisant un certificat matière sur lequel sera portée la mention X-Carb. Vous n'avez pas un deuxième document et un deuxième certificat qui serait spécifique. Slide suivante. Voilà. Ce que nous avons donc dans la FDES X-Carb, donc là on a pris l'exemple de la FDES X-Carb poutrelle, vous avez un tableau dans lequel apparaît le niveau d'émission CO2 et sur la FDES poutrelle X-Carb, ben en fait c'est la colonne jaune qui est en première ligne, indique 4,91. Alors, 10 puissance moins 1, c'est toujours un petit peu délicat d'interpréter et de lire ces chiffres, donc qui correspondent en fait à 0,491 kg de CO2 par kilo d'acier produit, ce qui se traduit aussi par 491 kg de CO2 émis pour une tonne d'acier produite. Voilà, donc la valeur à laquelle on fait référence couramment, nous, les 491 ou les 0,49, ils sont dans la FDES en première ligne de cette colonne jaune de ce tableau. Je tenais à vous redonner cette précision puisque j'avais eu plusieurs questions sur l'origine de cette valeur. Slide suivante. Alors, je suis résident Stelligent et donc pour la France, je suis un interlocuteur possible pour promouvoir l'approche holistique de notre service. L'idée, en fait, c'est d'appréhender un bâtiment non pas simplement en termes de calcul, dimensionnement d'une pièce ou l'optimisation d'une pièce, ce que bien sûr l'on fait, mais c'est également d'avoir un regard plus élargi sur votre construction ou l'ensemble de votre urbanisme pour faire des suggestions d'optimisation, d'amélioration du volume, des portées ou de l'organisation du bâtiment afin qu'il soit mieux pensé ou différemment pensé avec des fonctionnalités accrues ou d'autres améliorations sur d'autres critères qui peuvent être soit, par exemple, une optimisation du temps de montage, une réduction de l'empreinte carbone, une réduction des coûts ou des poids si notamment on est sur des terrains qui supportent peu de charges, et la combinaison possible entre ces différents paramètres en fonction de vos priorités ou de celles de votre client, du maître d'ouvrage. Slide suivante. Alors, cette optimisation, elle peut revêtir différentes formes. Donc, je l'évoquais, la possibilité tout d'abord, et finalement assez instinctive pour tous les décideurs concernés par le bilan carbone. La première optimisation possible, c'est d'identifier la typologie des matériaux, donc ici des aciers,
qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment. Alors, première chose que je veux vous faire remarquer, c'est que si vous prenez une pièce en acier au hasard, suivant son origine, notamment est-ce qu'elle est fabriquée en Europe ou fabriquée en dehors de l'Europe, statistiquement, vous aurez des valeurs très différentes du bilan carbone de cette pièce. En Europe, il y a 50% sensiblement de l'acier qui est produit par filière électrique, 50% issu de fourneaux, avec des usines plus modernes que dans d'autres régions éloignées du monde. Et ce qui fait que le bilan carbone de production de l'acier, quelle que soit la filière, est généralement meilleur que celui d'autres régions. Ce qui fait que, par défaut, la valeur moyenne que vous pourriez considérer pour l'acier, si simplement il vient d'Europe, devrait être une valeur moyenne meilleure que la valeur générique qu'on voit parfois prise par défaut pour un acier. Ensuite, l'identification de la nature de la fabrication, donc filière au fourneau ou filière électrique, est également un moyen de mieux cibler, mieux identifier la valeur à retenir pour le bilan carbone de l'acier. Ceci étant dit, on voit, et là si on prend simplement je prends ces valeurs moyennes indifférenciées, vous voyez qu'en fait, de l'acier fabriqué dans le monde, il est en moyenne à 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Si on prend simplement les valeurs d'acier fabriqué en Europe centrale, et encore une fois, qu'il soit au fourneau ou qu'il soit de production électrique, la valeur moyenne, elle est à 1200 kg CO2 par tonne d'acier. Donc, vous voyez cet écart très important déjà, suivant la provenance et l'identification de la provenance de l'acier. Alors, quoi qu'il en soit, si on met en œuvre ensuite un acier X-carb, bas carbone, donc je vais citer l'exemple des poutrelles et de la valeur de nos FDES. Donc là, le tableau prend en compte la valeur EPD, donc on était à 333 kg CO2 pour le PD. On a de toute façon un gain drastique en utilisant une énergie décarbonée et identifiant une filière recyclage qui va de toute façon diviser par 3 sensiblement le bilan carbone de l'acier. Slide suivante. Alors, cette identification précise du choix de l'acier ne dispense pas la démarche habituelle du bureau d'études d'optimiser les sections d'acier et bien évidemment prendre des aciers plus performants avec des limites élastiques, donc des résistances plus importantes, passer de 235 à 460, et ben en fait va permettre de réduire drastiquement. On va passer de 1000 kg le mètre à 463 kg par mètre, le poids des pièces, et donc il va évidemment s'en ressentir une division quasiment par 2 du poids de la pièce et donc du bilan carbone à acier égal. Si on ajoute à cela le passage en acier X-carb, et ben en fait, on va encore augmenter le gain et réduire de 90% le bilan carbone de la pièce initialement calculée dans un acier de moindre nuance d'acier. Slide suivante. Voilà. Alors l'optimisation, elle peut également se faire par des choix judicieux de fabrication. Donc, au lieu de prendre une pièce, de découper dedans des trous et d'avoir un chutage de 30% par exemple, on peut imaginer de fabriquer une pièce équivalente en découpant une poutrelle avec en fabriquant dans une poutrelle 2 demi-pièces imbriquées l'une à l'autre, qu'on va écarter et décaler d'un demi-pas pour ressouder dent à dent les 2 demi-pièces et
arriver au résultat final souhaité d'une pièce percée de trous dans lame. Donc avec cette technique, on passe de 30% de chute, un système de fabrication classique, à une limitation à 5% des chutes qui correspondent finalement à ces petites feuilles, ces petits espaces qu'il y a entre les deux pièces. Donc c'est aussi un moyen d'économiser de la ressource et d'économiser de la matière et du CO2, puisque, précision, le bilan carbone d'une poutrelle en acier 235 est identique au bilan carbone d'une poutrelle en nuance 355 ou 460. Il n'y a pas de différenciation des bilans carbone de ces pièces suivant leur nuance. La slide suivante. Alors, ça nous amène également à faire des analyses, des études de cas sur des bâtiments. Alors, la RE 2020 fait des distinctions des seuils carbone en fonction de la typologie du bâtiment. Donc, sur les projets sur lesquels vous travaillez, on vous invite à nous solliciter sur des études de cas ou nous soumettre des dimensionnements ou des études de cas réalisées sur lesquelles on pourra vous amener notre expertise ou nos conseils ou notre vision pour la réduction du bilan carbone en utilisant nos aciers. On a donc réalisé différentes études. On va aller un petit peu slide suivante. Voilà, donc pour un bâtiment simple rez-de-chaussée, avec des dimensions modestes, là, on est 60 mètres sur 15, on a fait un petit comparatif entre une solution béton avec des éléments préfabriqués et une solution tout acier, donc nécessairement beaucoup plus légère. En modulant les nuances d'acier, on va améliorer évidemment notre performance de poids et notre bilan carbone. Et en passant en acier X-Carb, on va considérablement réduire le bilan carbone de la construction acier qui va du coup être divisé par 3 par rapport à la solution tout béton de ce bâtiment à partir des ratios et des études qu'on a faites. Et on est encore une fois tout à fait intéressé que vous nous présentiez des bâtiments ou étudier avec vos bureaux d'études environnementaux, refaire des études et des comparatifs. Slide suivante. Alors, sur des bâtiments de bureaux, on a réalisé d'autres études. Je vais reparler un petit peu de ça sur la slide suivante. Parce que ce que je veux noter ici, c'est finalement la possibilité de tirer profit de l'acier aussi par rapport à sa recyclabilité. Et donc, c'est souvent peu considéré, mais il est possible dans la RE 2020 de prendre en compte le module D qui correspond au recyclage. Et pour l'acier, bien évidemment, compte tenu du très fort taux de recyclage que nous avons, il est encore possible de mettre en avant des gains CO2 issus du recyclage de l'acier. C'est d'ailleurs dans la règle française, enfin, ou dans la législation française, retranscrit par le faible coût dans la REP des produits aciers qui sont très faiblement taxés ou impactés compte tenu de l'existence et du recyclage massif des produits métalliques. Donc, slide suivante. Alors, là, je vais reprendre un petit peu plus en détail
un exemple qu'on a, et un comparatif pardon, qu'on avait fait sur un bâtiment de bureau. Alors, c'est l'occasion aussi de développer un petit peu le sujet de la RE 2020. Donc, aujourd'hui, la RE 2020 ne s'applique pas aux centres commerciaux, ne s'applique pas aux bâtiments logistiques, ne s'applique pas aux bâtiments industriels. Il est bien sûr prévu qu'elle s'y applique, mais on n'a pas d'échéance, ni en termes de date, ni en termes de seuil qui devront ou devraient être respectés aux échéances de 2022, 25, 28 et 31 que définit la RE 2020 actuellement. Donc aujourd'hui, la RE 2020, pour les bâtiments de bureaux, elle impose sensiblement 980 kg de CO2, 988 je crois, kilos de CO2 émis par mètre carré de plancher. Très important, par mètre carré de plancher. Et ces seuils-là vont devoir être abaissés d'ici à 2030 à 700 kg CO2 sensiblement. Les gains que produit aujourd'hui l'acier X-Carb par rapport à un acier classique, et donc cette réduction de 70%, couvre très largement les gains demandés par la RE 2020 qui sont de 30%. Les seuils RE 2020 de 2022 sont 30% supérieurs aux objectifs 2031. Au niveau de l'acier, passé en acier X-Carb, on est déjà en dessous des objectifs espérés par la RE 2020. Donc, l'acier est vraiment dans une lignée, est vraiment en phase avec les objectifs RE 2020. Première remarque. Deuxième chose, les 988 kg CO2 carbone incorporés qu'on évoque pour un bâtiment de bureau, en fait, ils sont à considérer sur l'ensemble des éléments de construction. Et comme l'a montré M. Fournera pour le projet de Lyon, la structure ne pèse pas nécessairement beaucoup ou n'est pas loin d'être majoritaire dans le bilan carbone du bâtiment. Donc sur les bâtiments de bureau aujourd'hui, les 988 kg CO2, on trouve généralement 200 kg CO2 qui sont liés aux grosses œuvres du bâtiment. Et il faut bien reconnaître que c'est sur ces postes, sur ce lot gros œuvres, qu'on a le plus souvent la possibilité de peser, c'est le cas de le dire, d'alléger le bilan carbone à travers la structure, poteau-poutre, ou bien ou les structures liées au plancher. Donc sur un bâtiment de bureau R+7 qu'on a pris ici, tout d'abord, la solution technique que propose Stelligent ou la filière sidérurgique, c'est de réaliser des planchers mixtes, donc formés d'une tôle d'acier, un bac collaborant associé à une fine couche de béton, avec comme premier objectif de réduire le poids carbone et le poids tout court du bâtiment, ce qui va entraîner un allègement des structures, une réduction des charges et donc des fondations, et va amener des coûts significatifs. Mais également, on va, ce faisant, associer des réductions du bilan carbone des différents matériaux. On va mettre moins de béton, donc on va réduire l'empreinte carbone du béton, et on va réduire les poids de structure et d'acier, et donc réduire significativement les poids de CO2 de la structure. Donc ce faisant, on est à même de gagner sur ce bâtiment de bureau 90 kg de CO2 par mètre carré si on passait tous les produits de structure métallique en acier X-Carb associé à la réduction du plancher, enfin de l'épaisseur et du volume de béton sur ce bâtiment. C'est très important, c'est colossal, et c'est aujourd'hui la première sollicitation que l'on a vis-à-vis du X-Carb
c'est la réduction de l'empreinte carbone du lot gros œuvre, avec, encore une fois, des possibilités offertes de réduction très importantes quand on ramène au mètre carré de plancher, avec des coûts, des surcoûts qui sont très restreints, notamment par rapport à d'autres matériaux qui, s'ils amènent des économies CO2, engendrent aussi très souvent des contraintes, notamment de coûts supplémentaires. J'en ai fini de mon exposé. Je laisse la porte bientôt à des questions, avec quand même un petit clin d'œil et une petite image à la France. Donc, on a mis au milieu le projet Urban East, pardon, puisque c'est le premier projet Nexity et j'espère le premier d'une longue série euh, avec des aciers X-Carb livrés en France. Nous avons déjà livré dans le cadre du programme des JO 2024 à la Solidéo un certain nombre de tonnes sur le cours pour le cours Suzanne Lenglen Roland Garros, qui abritera l'épreuve de boxe des JO. Et à l'étranger, en Norvège, d'une part, pour des pales planches et au Luxembourg pour une passerelle, nous avons aussi livré des tonnages significatifs d'acier X-Carb mis en œuvre dans ces pays-là sur base des EPD. Slide suivante. Voilà, donc j'ouvre la porte aux questions et Patrick et moi sommes là pour y répondre. Alors, Francis, j'ai une première question pour toi. C'était par rapport à la comparaison béton-acier dans le slide sur le bâtiment industriel. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une prise en compte de la peinture et de l'aspect feu? Donc, Alors, avec son corollaire qui serait des peintures feu. Alors, sur le bâtiment en question, il n'y avait pas d'exigence au feu. Donc, on avait considéré, si je ne m'abuse, une structure galva. Maintenant, si on prenait en compte une peinture, même intumescente, ça augmenterait peut-être légèrement le bilan carbone, mais d'une manière relativement faible, hein. On gagnerait quelques pourcents en moins, on va dire, dans le comparatif bilan CO2. Au lieu d'être à 73%, ce sera peut-être à 70%, je pense. C'est l'ordre d'idée. Ok, la prochaine question, c'est plus pour Patrick parce qu'elle était apparue pendant ta partie de la présentation. Patrick, c'était de savoir quelle est la proportion de la production EAF aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai pas un chiffre ultra précis comme ça immédiatement en tête. Bon, c'est assez simple pour les produits longs parce que c'est plus de 80%, voire 85% en Europe produits suivant la filière arc électrique, hein, je pense. Et en ce qui concerne, je dirais, la partie Europe de l'Ouest, c'est même 100%, puisque il y a un certain nombre d'aciéries qui en Espagne, qui au Luxembourg, en Allemagne. Donc là, on est entièrement en filière ferraille. Pour la partie produits plats, aujourd'hui, on est beaucoup plus faible. On est à 5% en filière électrique. On va passer à 10 dans un an, donc à 2025, puisque on a une aciérie qui est en train de monter ou de remonter en puissance. Et par contre, dès 2027, avec la mise en service des nouveaux investissements, je pense à Dunkerque entre autres, on va accroître massivement la part d'aciérie électrique dans notre production de produits plats. Donc aujourd'hui, c'est 5. Dans 18 mois, ce sera 10. Et dans 3 ans, on va passer directement aux alentours de 25% et on va continuer à monter, hein. Ouais. Au niveau européen, je crois quand même qu'on a une répartition sensiblement 50% des volumes d'acier filière électrique et 50%
indépendamment d'Arcelor, je dirais d'une manière. On est à 60-40. D'accord. 60% au fourneau, 40% électrique. Alors, la prochaine question, qui est plus un commentaire, qui est un peu à tourner en question, plus vers toi, Patrick. On va rester sur la France. Une personne qui a l'air assez convaincue par ce qu'on a donné comme message. Et comment est-ce qu'on va communiquer vers ça? Comment est-ce qu'on le relaye? Et quel serait le rôle peut-être des gens de la filière aussi dans le cadre de ce déploiement de messages, de bien construire avec de l'acier? Bah, je pense qu'il y a deux choses. Bon, il y a d'abord toutes les actions de communication que mène ArcelorMittal autour de la marque X-Carb. Je dirais que bah, la preuve, c'est qu'on est autour de la vidéo aujourd'hui, ça en fait partie. Et puis, il y a une deuxième approche sur les solutions bas carbone dans le bâtiment, donc là qui concerne effectivement plus généralement la filière acier pour la construction, où on a à la fois le sujet solutions bas carbone, tel qu'on vient de l'évoquer, avec ou sans marque derrière, d'ailleurs, peu importe. On a également d'autres pistes mises en œuvre par les acteurs de la filière, comme par exemple le développement du réemploi. Il faut pas le négliger. Ça a été évoqué par Francis, tout ce qui tourne autour de l'optimisation du design et de la conception, et donc une meilleure utilisation de la ressource. Donc tout ça contribue effectivement à avoir une empreinte qui va baisser. L'utilisation de solutions bas carbone acier est une des pistes majeures, mais ce n'est pas la seule. Donc effectivement, et aujourd'hui, donc, avec d'autres acteurs que la filière, que sont la profession de la construction métallique, de l'enveloppe du bâtiment, etc., il y a un travail en commun qui est fait pour mettre en avant les différentes pistes de solutions que le concepteur peut utiliser. Donc, voilà, on est en marche. Je vais Ok. compléter aussi. Les actions, c'est aussi pour nous, alors pour moi, en fait, de vous rencontrer, donc d'aller dans vos entreprises, dans vos bureaux d'études ou chez vos clients, maîtres d'ouvrage ou villes, pour présenter nos solutions constructives ou spécifiquement nos aciers, nos solutions bas carbone. C'est des échanges que je peux avoir ou que le groupe a avec des maîtres d'ouvrage pour intégrer dans leur cahier des charges les possibilités d'usage des matériaux nouveaux. Alors, c'est de l'acier X-Carb, mais c'est aussi des nouveaux produits qu'on peut mettre sur le marché, des produits innovants qui peuvent être le balcon canopé ou d'autres nouveaux bacs collaborants qui sont pas toujours qui rentrent pas toujours dans les cahiers des charges types. Et aller voir les maîtres d'ouvrage à l'avance, c'est aussi faire ce travail de préparation euh, pour les sensibiliser, les informer des nouveautés et qu'ils autorisent leur usage ou leur présentation dans le cadre de marchés publics notamment. C'est le cas pour le X-Carb. Et c'est la possibilité, encore une fois, de vous accompagner ou de vous fournir des documentations, des F2S, des chiffres sur vos produits ou vos typologies de construction. Donc, on peut travailler avec vous en amont pour répondre à un concours, à un dossier sur l'estimation du poids carbone, par exemple, de la construction que vous pensez proposer. On peut faire ce travail-là avec vous, ou participer avec vous à ce travail-là. Et petit corollaire par rapport à ce que tu viens d'expliquer, est-ce que spécifier des aciers X-Carb dans le cahier des charges n'a pas un risque d'étouffer le marché ou de... C'est une des Alors, questions. en marché privé, non, clairement. En marché public, moi, la démarche, enfin, les échanges que j'ai avec les maîtres d'ouvrage publics, euh, c'est la suivante, c'est leur dire, vous n'êtes pas obligé de demander un acier X-Carb spécifiquement, vous pouvez simplement demander un acier dont le bilan carbone soit inférieur à une certaine valeur.
Donc, en étant très simple, si vous demandez un acier dont le bilan carbone est inférieur à 1000 kg CO2, enfin, ou 1200 kg CO2 par tonne d'acier, vous allez déjà indirectement spécifier un acier européen et vous allez amener les gens vers des aciers. Alors, ce ne sera pas spécifiquement et forcément du X-Carb, mais vous allez les encourager à mettre un acier X-Carb ou une partie des aciers en X-Carb. Encore une fois, la valeur, elle n'est pas nécessairement spécifiée pour l'ensemble des pièces, pour chaque pièce, mais ça peut être une valeur moyenne considérée sur le tonnage d'acier livré. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose aussi, et là on a des échanges avec plusieurs villes, c'est la possibilité d'introduire une note technique dans le marché pour, par exemple, demander, de noter ou de valoriser les personnes qui permettraient une réduction de l'empreinte carbone. Donc, il y a un précédent très intéressant, c'est la Société du Grand Paris qui a, dans ses appels d'offres, proposé et financé à hauteur de, à l'époque, 100 € par tonne de CO2 économisé des produits bas carbone. Et donc, il y a notamment une partie des rails approvisionnés pour la ligne 16 du métro de mémoire, où l'approvisionnement avec un acier bas carbone, qui se trouve n'était pas d'Arcelor, hein, je le dis, a fait l'objet d'un bonus à hauteur de 100 € de CO2 par tonne de CO2 économisé. Voilà, donc c'est aussi une possibilité qu'a un maître d'ouvrage, c'est d'autoriser, on va dire, un surcoût d'achat dans son marché en compensation ou en pondération d'une amélioration d'un bilan carbone ou d'un matériau ayant des caractéristiques particulières. Merci Francis. Donc, on va reprendre deux questions qui étaient posées anonymement. Il y a quelques petites questions qui sont encore posées de manière nominative. On ne saura pas répondre à tout. Je vous enverrai à Patrick et Francis les questions et peut-être reprendre contact après avec ces personnes-là en direct. Et bien sûr. Donc, Patrick, peut-être si tu savais donner une vision plus globale de la production à X-Carb aujourd'hui, ça représente quoi? Et peut-être sur la stratégie des FDES, est-ce que on compte passer tous nos EPD qu'on a présentés, ou que Francis a présenté, en FDES pour qu'elles soient utilisables dans le cadre de la RE 2020? Alors, sur la deuxième question, je vais répondre, si tu le permets. La réponse est oui. Évidemment, il faut être capable de fournir et de produire des FDES pour répondre à la RE 2020 sur le marché français. Cela étant, on se heurte aujourd'hui à deux difficultés qui sont inhérentes à la manière dont la réglementation a été construite. Les FDES ne concernent pas les matériaux, elles concernent les solutions constructives, c'est-à-dire les composants de la construction. Et donc, en ce qui concerne par exemple ArcelorMittal produit plat, je ne peux pas produire une FDES. Je peux produire des EPD autant que je veux, je ne peux pas produire de FDES. Donc, nous sommes lancés aujourd'hui dans une démarche de partenariat avec nos clients, qui sont les utilisateurs de notre matériau, pour les aider avec les aciers X-Carb à construire des FDES pour leurs composants propres. Donc ça, évidemment, ça prend un peu de temps. Bon, c'est un premier point. Le deuxième point qui est lié au fonctionnement de la base IGNIS avec les systèmes de vérificateurs, etc., c'est qu'aujourd'hui, ça prend du temps. Les industriels font la queue, je peux le dire ainsi, pour faire valider et vérifier leur FDES. Donc oui, la démarche est entamée.
oui, c'est un objectif absolument majeur pour 2024 que de produire des FDES, en particulier pour les produits de l'enveloppe du bâtiment. Mais comme je l'ai dit, ça prend un petit peu de temps et il y a une liste d'attente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais évidemment, réponse très claire de ma part sur le sujet. Alors, concernant les volumes et la fabrication, là, je peux donner quelques clés et surtout rassurer. Tout d'abord, on est très loin de fabriquer tous les aciers en bas carbone X-Carb, tout simplement parce qu'il y a peu de demandes. Il y a un certain nombre de marchés sur lesquels il n'y a aucune demande d'acier bas carbone. Ça ne fait pas partie des préoccupations. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est des marchés qui sont hors construction et sur lesquels les gens n'ont pas de préoccupation ou d'attente ou de besoin sur des aciers à production décarbonée. C'est comme ça, mais il ne faut pas l'ignorer. Donc, vous êtes dans la construction, vous sentez une omniprésence et une récurrence de ces besoins. Ce n'est absolument pas le cas d'autres marchés, notamment dans l'industrie, dans certaines industries. D'autre part, une limitation possible, je dis bien possible, c'est les quantités, les volumes d'électricité décarbonée disponibles. Donc aujourd'hui, on a des approvisionnements et des fournisseurs avec lesquels on a passé des contrats de fourniture d'acier, d'électricité, autant pour moi, qui peuvent être accrus et qui vont nous permettre de monter en puissance à très brève échéance, si on le souhaite, ou si le marché nous le demande, sur les volumes de XR produits. Sur, je dirais, votre quotidien et votre présent, Nexity parlait pour le compte de Capeci qu'il avait pu trouver assez facilement les aciers X-Carb du projet de Lyon. Il y a, je crois, sensiblement 4000 tonnes d'acier X-Carb disponibles chez les négociants en France, dans une gamme de sections allant du IPE 200 au H2 500, enfin IPE 200 à IPE 500 et H2 200 à H2 400 ou 500 aussi, je crois. Donc aujourd'hui, sur les projets courants que vous allez réaliser, que vous voulez réaliser, vous allez pouvoir trouver de l'acier X-Carb. Peut-être pas l'intégralité des tonnages, mais vous allez pouvoir en trouver. Et ce que vous ne trouvez pas, pour peu qu'il y ait un petit peu de volume, vous allez pouvoir le commander directement en forge. On fabriquera à la demande les aciers en X-Carb. Donc, normalement, les volumes, on n'est pas du tout en train de généraliser le X-Carb, mais par contre, vous avez déjà à disposition les volumes et bien plus dont vous avez besoin. Ok. Eh bien, merci. Bon, on a déjà bien dépassé le timing, hein, donc on va devoir malheureusement clôturer ce webinaire. Donc, je remercie tout le monde pour votre participation. Pour les personnes, pardon, qui ont encore des questions dans le module Q&A, là, auxquelles on n'a pas encore reçu répondre. Il y a encore facilement entre 5 et 10 questions. On reprendra contact avec vous. Je vérifie juste que ce soit à chaque fois des personnes où on a l'identité. Comme ça, on se permettra de vous envoyer un email après le webinaire. Donc, je vous remercie. Un email avec l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours et ça vous permettra, si vous le souhaitez, de le partager. Et n'hésitez pas à contacter, que ce soit Patrick ou Francis ou Monsieur Fournera, dont on vous donnera également les coordonnées dans l'email de suivi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, puis on Merci reste à à votre tous. Au disposition. revoir. Merci.